Bienvenue dans ce premier cours sur Python, le langage de programmation. Ces cours-là, cette série de cours est destinée pour les collégiens et lycéens qui souhaitent apprendre à coder en Python. Je vais d'abord, avant d'aller au vif du sujet, vous parler de quelques notions de base sur la programmation, histoire de comprendre le comment et le pourquoi. Après, je vais vous parler de Pyzo et PyCharm, qui sont des environnements de développement, c'est là on code, c'est là on programme Python. Et par la suite, je vais vous parler de nombres, chaînes de caractères et listes. Ce cours est donc destiné aux professeurs, aux élèves qui sont au collège ou au lycée, mais pas que, même les personnes qui souhaitent comprendre un peu comment Python fonctionne. Parce que pendant cette série de vidéos, je vais faire en sorte de vous donner toutes les notions qu'il vous faut, toutes les bases qu'il vous faut pour faire un peu le tour de tout le langage de programmation. À la fin de la série de ces vidéos, vous serez capable de programmer une solution d'un problème mathématique ou fonctionnel en général. D'abord, programmer, c'est quoi ? C'est une façon de lister des instructions que l'ordinateur doit exécuter afin qu'il vous fournisse un résultat. Comme par exemple quand vous cherchez un avis d'impôt. Derrière, l'ordinateur qui est un serveur, il exécute, donc c'est un grand ordinateur qui exécute un certain nombre d'instructions qu'un informaticien avait déjà codées au préalable. Et quand elles sont exécutées, il y a un résultat, c'est votre avis d'impôt qui est retourné dans votre écran. Même chose, quand vous cherchez par exemple un ensemble de transactions bancaires que vous avez effectuées sur une enseigne, donc quand vous vous connectez sur votre compte bancaire, derrière, il y a un ensemble d'instructions qui est exécuté par un serveur afin de vous fournir le résultat que vous attendez. Programmer commence d'abord par un algorithme. Je vais vous expliquer ce que c'est un algorithme dans 2 secondes. Mais d'abord, mettez en tête ça, quand on programme, on commence par un algorithme. On l'écrit, et puis quand on écrit cet algorithme-là, on le traduit à travers un langage de programmation en quelque chose qui est compréhensible par la machine, par l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, ce n'est pas un être humain, on ne lui parle pas comme ça, et qu'il n'exécute pas ce qu'on lui dit, surtout dans le domaine du développement informatique, il faut absolument un langage de programmation pour pouvoir interfacer avec l'ordinateur. Donc, cet algorithme, quand il devient un code, donc quand il est traduit en langage de programmation, il est exécuté par la suite par l'ordinateur, et puis l'ordinateur, il nous fournit le résultat qu'on cherche. L'algorithme, ça c'est une définition qui est théorique. C'est une procédure de calcul qui prend en entrée une valeur et qui donne en sortie une valeur. Donc c'est une séquence d'étapes de calcul qui transforme l'entrée en sortie. Dans le monde réel, si on fait l'analogie par exemple avec notre vie de tous les jours, on peut dire que l'algorithme c'est comme une recette. Donc une recette, pour exécuter une recette qui a un ensemble d'étapes, 1, 2, 3, 4, il nous faut une entrée, donc les ingrédients, les tomates, le concombre, etc. Et puis quand on exécute cet algorithme-là, en manipulant, en prenant les ingrédients en main et en les mettant ensemble, on sort quoi ? Le résultat, donc là, par exemple, c'est le gazpacho qu'on attend. Donc c'est la recette, l'algorithme, c'est exactement la recette qu'il nous faut pour sortir le gazpacho à partir d'un ensemble d'entrées. Donc entrée, algorithme, et après le résultat, c'est la sortie. Dans le monde de mathématiques, c'est un peu la même chose. Si on parle par exemple d'une suite qui est désordonnée, et on veut leur donner du chiffre le plus petit ou plus grand, donc il nous faut un algorithme, ce qu'on appelle de permutation, de réorganisation. Donc il prend en entrée une suite de n nombres, et en sortie, il donne une suite de n nombres. Par contre, il l'a déjà trié, donc l'ordre, il n'est plus le même. C'est du plus petit au plus grand. L'algorithme, donc quand on a un algorithme, il faut le coder pour qu'il soit manipulable par la machine, par l'ordinateur. Donc en fait, pour le coder, il nous faut un langage de programmation. Il n'existe pas que Python comme langage de programmation, comme vous le savez très bien. Il existe énormément, mais énormément de langages de programmation. Voire des milliers. Dans les universités et les entreprises, on utilise par exemple Java, C++, Python comme langage de programmation. Quand on veut faire des jeux de vidéo, on utilise principalement C++ et C#. Quand on veut développer des sites internet, on utilise JavaScript, TypeScript, PHP et ainsi même Python parfois. Dans le domaine de logiciels mobiles, quand on veut développer des applications mobiles avant de les publier sur App Store par exemple, dans le cas de Apple, on utilise Swift comme langage de programmation. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on utilise Prolog et Haskell. Et dans le domaine de la base de données, on utilise SQL qui n'est pas un langage de programmation, mais c'est un langage query. C'est un langage qui nous permet d'écrire des requêtes sur une base de données, qu'on exécute sur une base de données,
et puis après on extrait des informations à partir de cette base de données-là. Il y en a d'autres, comme je l'ai déjà évoqué. Python ici, donc c'est le cœur de notre discussion, c'est un langage qui est très très fort, parce que d'abord il est portable, sachant qu'il y a plein de langages qui sont portables, mais portable ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous codez sur votre machine, que ce soit Windows, que ce soit Mac, ou que ce soit Linux, ou que ce soit autre chose, après votre code, il est exécuté de la même façon sur une autre machine. Vous avez un Mac, vous faites votre programme en Python et vous le donnez à votre collègue qui a une machine Windows, un ordinateur Windows. Et bien il le prend et puis il l'exécute, il aura le même résultat. Il va s'exécuter sans problème. Il est hautement productif. Python est en général 3 à 5 fois plus court qu'un programme C++ équivalent. Et puis il bénéficie d'une communauté de développeurs qui est énorme, qui est riche, qui est forte. Grâce à un nombre considérable des millions de développeurs Python dans le monde entier, qui sont là pour répondre à tous les besoins du monde entier. Quand on a besoin par exemple d'une fonctionnalité dans le data science ou dans le machine learning, eh ben, on est toujours sûr d'avoir quelqu'un dans un coin du monde qui est en train de coder pour nous fournir là ce dont on a besoin. Donc c'est une communauté qui est ouverte, n'importe qui peut en fait rejoindre cette communauté de développeurs, et puis n'importe qui peut contribuer pour que Python soit encore plus riche en termes de fonctionnalités. Et puis la même chose s'applique au niveau de la sécurité. Quand il y a un problème de sécurité, on est certainement 100% certain que après il y a un développeur quelque part dans le monde qui amène sa solution, et puis tout le monde en fait en bénéficie. Le troisième point, c'est que Python est rapidement exécutable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'exécute à la volée. Donc en fait, quand vous avez un programme Python, ligne par ligne, l'exécuteur de Python, il exécute la ligne par ligne, votre code. Ça veut dire quoi par rapport à d'autres langages? Ça veut dire qu'il n'est pas compilé vraiment. Il est compilé, mais d'une certaine manière. C'est un détail dont je vais en revenir après quand je vais aller vraiment dans comment Python fonctionne de la machine, mais jusqu'à présent, on va juste retenir que c'est un langage qui est interprété. C'est pas comme C++ ou c'est pas comme Java qui sont compilés, donc il y a une étape, parce que dans C++, on compile, après on exécute. Donc il y a une étape qui est supplémentaire. Alors qu'en Python, c'est un langage interprété, il est exécuté à la volée, ligne par ligne, et c'est ce qui permet en fait à ce que Python soit exécuté d'une façon rapide et d'une façon efficace. Je m'arrête là, c'est un détail que je vais en fait aborder quand je vais parler un peu plus loin de comment Python fonctionne derrière dans la machine. Le quatrième point que je veux en parler, c'est que c'est un langage qui est orienté objet. Ça veut dire quoi? Objet, donc c'est un objet, donc c'est un élève, c'est une table, c'est n'importe quoi. Et puis, dans le langage de programmation qui est orienté objet, que ce soit Python, que ce soit d'autres, c'est une façon de programmer qui est fluide, qui est productive, qui est facile. Quand on prend par exemple l'exemple de l'élève, donc l'élève il a un certain nombre d'attributs, il a un certain nombre de comportements, les attributs ce sont son âge, par exemple son sexe, etc., sa taille, etc. Et puis les comportements c'est on veut avoir, donc c'est des fonctions, on veut avoir son âge, on veut savoir s'il est inscrit dans tel ou tel club, on veut savoir s'il est inscrit dans telle ou telle classe, et puis ça c'est des fonctions, c'est des comportements. Et grâce à ces outils-là, le langage de programmation devient vraiment quelque chose de facile à mettre en place. C'est comme si on était en train de parler entre nous avec les gens. C'est vraiment du langage plus ou moins très humain. C'est facile. Donc quand on programme, on a l'impression c'est juste qu'on est en train de parler. C'est un peu ça en fait le concept d'orienté objet. Mais encore une fois, c'est un élément que je vais en parler quand on va aller avancer dans les vidéos suivantes. Et puis c'est un langage, et je vais finir par là, qui est très très utilisé partout et notamment dans les grandes entreprises comme Google, Instagram, YouTube, etc. Pour ces domaines d'application, donc on le trouve dans le machine learning, dans la data science, dans l'administration système, notamment réseau, dans le prototypage rapide d'applications. Là, par exemple, les startups, quand ils ont une idée, ils veulent la pitcher, ils veulent montrer qu'elle fonctionne. Donc, ce qu'ils mettent en place, c'est un prototype. Ce prototype-là, généralement, il est développé en Python. Parce que Python, c'est un langage qui est facile à apprendre, qui est très rapide, qui est très portable. Et puis voilà, ça leur permet en fait de mettre en place leur prototype et pitcher leur idée rapidement. C'est un langage qui est très utilisé dans la recherche scientifique et dans le calcul mathématique.
Et puis on le trouve aussi dans des applications de gestion financière, ainsi que dans les sites ou les applications web. Donc pour développer en Python, on a besoin d'une interface. C'est ce qu'on appelle un environnement de développement intégré, EDI ou IDE. C'est quoi un environnement de développement intégré? Donc EDI c'est en français, IDE c'est en anglais. IDE c'est Integrated Development Environment. C'est tout simplement donc c'est une interface avec un certain nombre d'outils, de fonctions ou de fonctionnalités qui vous permettent de exécuter votre code, et puis ils permettent aussi de voir si vous avez des erreurs dans votre code, et s'il y a des erreurs, eh bien, ils vous notifient. C'est un peu ça, en gros. Les environnements de développement intégrés, ils sont nombreux. Dans le marché, on en trouve vraiment beaucoup, mais là, je vais me concentrer sur PyCharm et Piso. PyCharm, c'est vraiment un environnement de développement qui est très utilisé dans le monde universitaire, dans le monde aussi d'entreprise. Et puis, c'est un environnement de développement qui est riche en termes de fonctionnalités, pour vous aider en fait à développer mieux votre code, on va dire. Et Piso, c'est aussi un environnement de développement qui est utilisé principalement dans le collège et lycée. C'est pour ça que je le mentionne ici. Mais sachez que vous développiez sur PyCharm, sur Piso ou aussi sur d'autres genres Visual Studio, Jupyter ou Sublime Text, votre code ne change pas, votre programme ne change pas, la façon de l'exécuter ne change pas non plus et le résultat ne change pas. Donc c'est vraiment la même chose. Tout ce qui fait la différence, c'est juste des fonctionnalités qui permettent un peu de vous aider à coder mieux, à développer ou à programmer d'une façon un peu plus efficace. C'est tout ça en fait, l'idée d'avoir tous ces environnements de développement. Allez, on passe aux choses sérieuses. Maintenant, je vais vous parler de Piso, PyCharm, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils contiennent, mais ça va être vraiment juste une vue très très high level, entre guillemets. Et après, on va commencer à coder, à programmer sur les nombres, les chaînes de caractères et listes. Et à la fin, on va faire un petit exercice pour juste comprendre si on a bien assimilé toutes ces notions-là. C'est parti. Pour coder, pour programmer en Python, il vous faut Python installé dans votre machine. Si vous avez Mac comme moi, par exemple, vous avez déjà une version Python qui est préinstallée. Ce n'est pas celle-ci qu'on va utiliser, et ce n'est pas celle-ci qui est recommandée aujourd'hui, notamment dans les lycées et le collège. C'est plutôt la version 3 qu'il faut installer. C'est pour ça qu'il faut aller sur python.org, comme ici, comme montré ici sur la page, et aller donc cliquer sur ce bouton-là, Download, si vous êtes sur la version française, donc c'est téléchargement, et puis vous téléchargez la version 3.8.2. Donc la version principale, c'est la version 3, on s'en fout de ce qui arrive après. Moi par exemple, j'ai la version 3.7.7, mais c'est bien sûr la version principale 3 que j'ai dans ma machine. Si vous êtes sur Windows, donc il suffit de cliquer sur Windows et télécharger le fichier exécutable qui finit par .exe, et du coup après suivre les étapes suivant jusqu'à ce que Python soit installé dans votre machine. Si vous êtes sur Linux Unix, il vous faut donc dépackager le package Linux qui dépend du coup de votre version de Linux, si vous êtes sur Fedora, si vous êtes sur d'autres versions, et puis installer ça d'une façon très fluide. Si vous êtes sur macOS, donc comme je l'ai déjà évoqué, vous avez la version 2 qui est préinstallée avec la distribution macOS, mais c'est la version 3 qu'il vous faut. C'est pour ça qu'il faut installer la version 3.8. Donc là, vous allez avoir un .dmg, c'est l'extension du fichier exécutable sur Mac que vous devez effectivement du coup installer. Une fois vous installez, vous suivez les étapes qui sont très intuitives, il n'y a aucune magie, aucune complexité, quel que soit votre système d'exploitation. Vous allez donc sur Terminal si vous êtes sur Mac, et sur le terminal Windows, vous allez en bas à gauche, il y a un bouton Windows sur lequel il faut cliquer, après vous tapez CMD comme ça, et après vous tapez Entrée si vous êtes sur Windows. Donc après en fait vous allez obtenir une fenêtre noire comme celle-ci. C'est ça le terminal, c'est ça le terminal ou l'interface qui vous permet en fait d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre système d'exploitation. Donc là par exemple, pour être sûr que j'ai la bonne version, comme j'ai déjà dit, j'ai la version 2 qui est déjà préinstallée, mais c'est pas celle-ci qu'on va utiliser pendant tous les cours, c'est plutôt la version 3. Pour ça en fait, la commande c'est Python 3 version. Quand vous cliquez sur Entrée, vous tapez sur Entrée, si vous avez Python 3. quelque chose, ça veut dire que Python il est installé, sinon il n'est pas installé, il va falloir revenir donc du coup à réinstaller votre Python.
Après, donc, une fois Python est installé, vous allez sur le site PyCharm. Soit vous tapez PyCharm sur Google, soit vous allez sur le site jetbrains.com/PyCharm. Et là, en fait, vous allez avoir cette page-là où vous pouvez télécharger la version actuelle de PyCharm qu'il faut exécuter. Donc, même chose, c'est un .exe pour Windows, c'est un .dmg pour Mac, c'est un package pour Windows. Il suffit juste de suivre Linux. Il suffit donc par la suite juste suivre les étapes pour pouvoir l'installer. Une fois PyCharm est installé, vous pouvez aussi aller installer Piso, puisque Piso est utilisé dans le monde du collège, comme je l'ai déjà mentionné. En fonction de votre système d'exploitation, vous choisissez l'installeur qui vous convient, qui convient à votre système d'exploitation, et puis vous suivez les étapes jusqu'à ce qu'il soit installé. Une fois installé, donc PyCharm, ça ressemble à quelque chose comme ça. Le menu en top, donc il y a pas mal de fonctionnalités. On aura l'occasion d'en parler petit à petit. Les fonctionnalités qu'on va vraiment utiliser, c'est plutôt exécuter, donc run. En français, vous allez avoir exécuté ici. Vous avez aussi une console Python. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là. C'est là où on va commencer en fait interfacer un peu avec Python. Ça s'appelle le CLI, Command Line Interface. C'est l'interpréteur, on va dire, Python. C'est là où en fait on peut exécuter rapidement nos commandes Python. Il est aussi doté d'une autre fenêtre. Là, on va écrire tous les programmes. Donc, les programmes en Python qui sont un peu plus longs, c'est dans cette zone qu'on va les écrire. Après, vous pouvez jouer sur l'arrangement des différentes fenêtres en allant sur Move To. Et ici, vous pouvez par exemple choisir l'agencement des fenêtres comme vous voulez. Donc, moi, par exemple, je vais mettre l'interpréteur en haut à gauche, donc left top. Puis j'ai l'interpréteur qui s'affiche de cette façon-là. Pour Piso, ça ressemble à peu près à PyCharm. Donc là, il y a un interpréteur, il y a une command line interface qui est là, où vous pouvez écrire vos commandes Python et les exécuter d'une façon rapide. Et puis à gauche, vous avez un fichier blanc où vous pouvez écrire votre programme. Donc ça correspond exactement à ce que j'ai dit sur PyCharm. Après, le nombre de fonctionnalités, il est un petit peu limité par rapport à PyCharm. Mais bon, après tout, je répète et j'insiste sur le fait que vous utilisiez PyCharm ou Piso, ça reste la même chose en termes de coding, en termes de programmation. Le même programme, que ça soit sur PyCharm ou Piso, c'est le même, il s'exécute de la même façon, et puis vous aurez le même résultat de votre programme. Ça ne change rien du tout, mais vraiment rien du tout. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur Piso et PyCharm. Maintenant, on va commencer à coder sur PyCharm. Donc là, on est sur le CLI, Command Line Interface, ou bien le mode en mode interactif. Ça veut dire quoi, mode interactif? Ça veut dire je fais une commande, le programme ou Python, il exécute ça instantanément quand je tape sur Entrée. Voilà, donc on est en mode interactif. C'est pas la même chose quand on programme, donc là on va la voir ça par la suite. Quand on va faire des longs programmes, on va les exécuter, donc on prend notre temps à programmer, à débugger, ça veut dire chercher ici à débug, et puis après exécuter. Bref, c'est des étapes qu'il faut absolument faire si on veut que notre programme en fait réussisse, mais ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment le mode interactif. Donc d'abord, Python agit ou le mode interactif de Python, l'interpréteur de Python, CLI, appelez-le comme vous voulez. Donc il agit comme calculatrice. Ça veut dire que si je fais 2 plus 3, voilà, ça donne vraiment le résultat d'une calculatrice. Si je fais des opérations un peu plus complexes, donc par exemple 80 moins 2 fois 18, donc il va calculer 2 fois 18, après il va faire 80 moins 2 fois 18, c'est exactement comme une calculatrice. L'étoile ici, ça veut dire fois multiplication. Donc voilà, si je vais faire la division, donc là je vais faire une opération un peu plus complexe aussi, donc 50 moins 5 fois 6, le tout sur 4, divisé par 4. Donc voilà, le résultat c'est 5. 5.0, ça veut dire quoi? C'est juste un chiffre décimal. Donc généralement, enfin, dans toutes les divisions, tous les résultats de division de Python, c'est des décimaux. Donc un chiffre décimal, c'est le résultat d'une division faite par Python. Si on ne veut pas avoir de décimale, si on veut avoir un entier, donc il suffit juste de reprendre un peu la même commande. Si vous voulez revenir sur les commandes
qu'on a écrit précédemment. Donc il suffit juste de jouer avec les flèches. Donc une flèche, quand vous cliquez sur flèche haute, donc là vous revenez sur l'ancienne commande. Si vous tapez encore sur la flèche de votre clavier, la flèche haute, donc vous revenez sur la commande précédente et ainsi de suite. Et si vous voulez revenir du coup sur les commandes récentes, donc là vous tapez sur les flèches en bas, donc la flèche en bas. Voilà, donc là je reviens sur l'opération précédente. Si je fais double slash, donc là j'ai le résultat en entier. Pour obtenir le reste d'une division entière, on peut donc là on utilise l'opérateur %. Ça veut dire que par exemple si je prends 17 % 3, donc modulo 3, ça donne 2. Voilà, donc ça c'est le résultat, ou le reste, pardon, d'une division entière. En Python, on peut aussi calculer les puissances grâce à une opération ou un opérateur qui est écrit de cette façon-là, donc étoile, étoile. Donc 2 à la puissance 2 par exemple, ben c'est 4, voilà, donc c'est étoile, étoile. Il y a une fonction, on aura l'occasion d'en parler plus tard quand on va parler de fonctions, mais on peut déjà commencer à utiliser quelques-unes. Par exemple, pour la fonction puissance, il y a POW, donc POW 2 à la puissance 2, ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est soit POW, soit vous écrivez tout simplement étoile, étoile pour calculer la puissance. Après, donc dans le cas des nombres, on utilise le signe égal. Donc le signe égal est utilisé pour affecter une valeur à une variable. C'est comme dans les maths quand on écrit x reçoit 3, c'est exactement la même chose. Dans ce cas, aucun résultat n'est affiché avant l'invite suivante. Donc par exemple, si je fais x, où on va faire des choses un peu plus concrètes. Donc on va prendre la largeur d'un objet qui est égal à 20. Donc là, quand je fais entrer, l'interpréteur n'affiche aucun résultat. Tout simplement parce que j'ai juste affecté une valeur à ma variable qui s'appelle largeur. Vous avez remarqué qu'à droite, en fait, on a une interface, ce qui n'existe pas sur Piso, qui affiche effectivement donc les variables qu'on a utilisées dans notre session. Donc là, largeur égale 20, int, ça veut dire c'est un entier. Donc c'est une variable de type entier. Je prends la hauteur. Donc là, je vais faire juste une petite opération avec ce 5 x 9. Voilà. Donc la hauteur, voilà, il a déjà calculé la hauteur. C'est égal à 45. Donc là, si je fais largeur fois hauteur, c'est là où en fait il nous donne le résultat de cette multiplication-là, parce que en fait il sait que largeur, il a une valeur et hauteur, il a une autre valeur. Imaginons que je fais une faute de frappe. Donc là, en fait, l'erreur, qu'est-ce qu'il dit? Il faut aussi comprendre et apprendre plutôt à comprendre les erreurs, parce que c'est quelque chose dont on aura vraiment besoin quand on va progresser dans la programmation. Donc là, le nom hauteux is not defined, ça veut dire qu'il n'existe pas, il n'est pas défini. D'ailleurs, c'est vrai. Donc largeur fois hauteur, c'est une opération qui ne va pas être exécutée à cause de cette erreur-là. Donc c'est juste une remarque par rapport à ce signe qui est égal. Égal, c'est pas c'est dans le sens où largeur reçoit une valeur, ou une variable plutôt reçoit une valeur. C'est ça le signe égal. C'est-à-dire que si on veut comparer le égal, comme on le sait, ça veut dire A égale à B, une variable égale à une valeur, à une variable. Ça, pour faire en fait la comparaison, on va dire, entre deux variables, si A égale à B, on utilise ce signe-là. Donc c'est égal, égal. Imaginons qu'on a une variable qui reçoit 5, une autre variable qui reçoit 6. Si on dit à Python, est-ce que A égale à B? Donc il faut juste faire comme ça, A égale B, on fait entrer, qu'est-ce qu'il nous dit? False. Ça veut dire quoi false? Ça veut dire c'est faux, c'est pas vrai. False, c'est une variable de type booléen, boolean en anglais. Boolean, en fait, ça prend deux valeurs. Ça prend true, vrai, ou faux, c'est false, c'est tout. Donc si je dis que A n'est pas égal à B, donc pour dire A n'est pas égal à B, on fait un point d'exclamation et après égal. Donc là, il va me dire c'est true, c'est vrai, parce que 5 n'égale pas à 6. D'autres opérations qu'on peut faire juste avant, donc là, si on a une page qui est pleine,
qui est vraiment plein de choses. Et du coup, pour supprimer toute la page, il suffit juste de faire CTRL-L. CTRL-L sur votre clavier, et après vous avez une page vierge comme celle-ci. Donc là, si on continue un peu les comparaisons, si on prend par exemple, est-ce que A est inférieur à B? Ah oui, parce que A c'est 5 et B c'est 6. Est-ce que A est supérieur à B? Non. Est-ce que A est supérieur ou égal à B? Non. Est-ce que A est inférieur ou égal à B? Donc inférieur ou égal, le égal est toujours à droite. C'est comme ça qu'on peut retenir ça. Donc quand on fait n'est pas égal, le égal il est à droite. Inférieur, le égal il est à droite. Supérieur, le égal il est à droite. Donc là on a dit est-ce que A est inférieur ou égal à B? Et oui, c'est vrai, c'est true. Pourquoi? Parce qu'en fait, A, effectivement, il est inférieur ou égal à B. Si on prend par exemple, si on change la valeur de B, vous savez que B, en fait, c'est la valeur 6. On peut aussi lui affecter une autre valeur. On peut lui changer la valeur. Donc là, on va faire B reçoit la valeur 5. Donc là, elle change. Donc là, on va dire, est-ce que A égale à B? Oui, A égale à B. A, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à B? Ben oui, bien sûr, parce que là, on dit, est-ce qu'elle est supérieure ou égale? Elle est égale, donc c'est true. Voilà. En fait, c'est des opérations de comparaison que vous pouvez utiliser comme dans votre programmation. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, les nombres à virgule, donc là on va parler de virgule. Donc là, en fait, tout à l'heure, quand on a fait une division, on a obtenu 5.0, ça veut dire 5. Donc le point, c'est une virgule. C'est une notation anglo-saxonne, une convention anglo-saxonne. Donc les décimaux, on fait toujours point au lieu de virgule. Parce que si on fait virgule, le Python en fait n'accepte pas la virgule, donc on aura des bugs. Donc là, si je prends par exemple une opération, donc 4 fois 3,75 moins 1, donc là j'ai 14, mais si j'utilise pas la virgule, donc là j'ai un décimal. Donc à partir du moment où on utilise un décimal, on a un résultat décimal. À partir du moment où on utilise que des entiers dans l'opération plus, moins, là on n'a que du coup des entiers. Par contre, la division, il faut le rappeler, il y a toujours le résultat, il est toujours de type décimal. Donc décimal, tout à l'heure on a parlé un peu, j'ai parlé de int. Donc int ça veut dire integer, ça veut dire il est de type entier. Et décimal, c'est float. Donc là, si je dis par exemple, je prends une autre variable qui s'appelle c, je lui affecte la valeur 4,45. Vous voyez ici, il dit que c, il est de type float, ça veut dire de type décimal. Voilà. En mode interactif, la dernière expression affichée est affectée à la variable underscore. Par exemple, là, si je dis 3 fois, donc là, je vais donner un exemple un peu plus concret. Je vais parler par exemple de taxe et de prix et prix total. Donc là, par exemple, j'ai une taxe de 12%, ou de 20%, allez. Donc 20%, donc ça c'est ma taxe. J'ai un prix net, donc hors taxe, de 100,5. Et je veux du coup avoir le prix total. Donc le prix total, c'est le prix net plus la taxe. Donc la taxe qui est appliquée à ce prix-là. Du coup, je vais d'abord calculer le prix de la taxe. Donc là, ça va être, donc ça c'est un pourcentage, comme j'ai dit, 20 sur 100, donc c'est un pourcentage, prix fois taxe, donc ça c'est égal à 20,1. Et je vais utiliser du coup ce 20,1. Donc là, qu'est-ce que je peux faire pour effectivement avoir le prix total? Donc je vais faire prix plus underscore. Underscore, ça va être le 20 pour 1. Donc là, j'ai le prix total. Si je veux arrondir, donc c'est pas l'exemple ici, mais si je veux arrondir par exemple un chiffre qui termine par plusieurs nombres, donc 12, donc là je veux arrondir ce chiffre-là, donc c'est un chiffre que je vais appeler, donc c'est une variable que j'ai appelée plutôt nombre. Donc nombre égale 12, ce chiffre-là, donc là ça c'est ma variable, elle est de type float et je veux l'arrondir, donc j'utilise une fonction qui s'appelle round. Donc round, arrondir. Round, nombre. Et là, je dis par exemple, je veux l'arrondir à 2 chiffres après la virgule.
Donc voilà, ça me donne déjà le résultat, c'est 12,45. Donc c'est un mode interactif. Je lui demande une chose, d'exécuter une instruction, il le fait immédiatement, c'est ça. Allez, CTRL-N pour supprimer tout ça, avoir une page vierge. Maintenant, je vais parler des complexes. Donc le complexe, les nombres complexes qu'on connaît, donc là c'est 3 plus i par exemple, on ne dit pas que c'est 2 plus 3i, dont Python, le i est noté en j, voilà, c'est ça. Donc là on peut faire les opérations qu'on veut, genre 2, ou 2 pardon, plus 1j, fois 3 plus 2j. Donc le résultat, comme vous voyez, c'est ça le résultat de cette opération-là. Donc notez bien, pour les nombres complexes, au lieu d'avoir i, on utilise j. Voilà en gros tout ce qu'il faut savoir sur les nombres. Maintenant, on va passer à parler un petit peu de chaîne de caractères. Donc Python sait aussi manipuler des chaînes de caractères, en plus des nombres, qui peuvent être exprimées de différentes manières. Elles peuvent être écrites entre quotes, ou guillemets, comme ça, apostrophe. Donc quand je dis quote, c'est apostrophe, donc voilà, quote. Ou bien entre guillemets, donc double quote, en langage informatique. Donc là, si je dis par exemple une phrase, salut, comment ça va? Donc là, ma phrase, je l'ai mis entre quotes. C'est une chaîne de caractères. Même chose, si je dis la même phrase, donc c'est aussi valable dans Python. Elle est considérée comme chaîne de caractères. Le seul petit souci d'utiliser les apostrophes ou les quotes comme ça, c'est quand on a, par exemple, un mot qui contient déjà une apostrophe, genre aujourd'hui. Pardon. Tech. Donc là, Python va me dire qu'il y a une syntaxe qui est erronée. Pourquoi? Parce que, en fait, il considère que jusqu'à cette apostrophe ou jusqu'à cette quote-là, la chaîne de caractères ou le mot, il est valide. Et après, tout ce qui suit, il n'arrive pas en fait à le comprendre. C'est tout simplement ça. Donc, pour éviter cela, il suffit juste d'utiliser le backslash. Donc, le backslash, il permet d'éviter en fait d'interpréter l'apostrophe ou le code comme fin de la chaîne de caractères. Et du coup, là, il va tout simplement le comprendre. En plus, là, c'était pas aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Mais bon, vous avez compris un peu le but de cet exercice-là. Après, on peut aussi mettre des guillemets dans les quotes, genre par exemple, si je fais oui, il vient de me, quelque chose comme ça, donc voilà, ça c'est aussi valide comme syntaxe. Ici, je vais juste utiliser ou parler un peu de la fonction print. Donc la fonction print, c'est une fonction qu'on aura l'occasion d'utiliser énormément dans nos programmes. C'est une fonction qui permet de dire à l'interpréteur ou à Python d'afficher ce qu'on met à l'intérieur de cette fonction-là. Donc print, ça veut dire imprime-moi quelque chose que j'écris ici. Donc il va juste imprimer ce qu'on écrit ici. Si je lui dis d'imprimer un chiffre, ben, il va me faire la même chose. Si je lui dis d'imprimer une phrase, il va faire exactement la même chose. Maintenant, dans print, en fait, imaginons que je veux par exemple imprimer un chemin de dossier. Donc les chemins de dossier, par exemple dans Windows, ils sont de cette façon-là. Donc là, c'est C. Par exemple, ça c'est le disque dur C avec le nom dossier et le dossier de, par exemple, Nathalie. Si je demande à Python de m'exécuter cette commande-là, ça veut dire de m'imprimer ce chemin vers le dossier Nathalie. Il va me l'imprimer de cette façon-là, dossier, et après il revient à la ligne Nathalie. Pourquoi? Parce qu'il considère que le \n, c'est comme un retour à la ligne. Donc pour lui dire de ne pas considérer ça comme retour à la ligne, il suffit juste de lui mettre le mot R, ici au début. Et là, il va m'afficher le chemin d'une façon plus correcte. Voilà donc tout ce qu'il faut vraiment savoir sur print. Print, c'est une fonction qui est très utilisée dans Python. Elle permet d'imprimer ce qu'on lui demande d'imprimer. Maintenant, est-ce que dans print, on peut faire des calculs? Tout simplement, oui. Si je fais 4 ou 3 plus 3, donc là, en fait, il va m'afficher tout simplement le résultat. Par contre, si je prends la même chose et je lui demande de m'imprimer
3 plus 3 de cette façon-là. À votre avis, est-ce qu'il va faire le calcul et m'afficher 6 en tant que chaîne de caractères ou pas? Alors, on va faire le test. Ah non, il m'a affiché 3 plus 3 parce qu'il considère que 3 plus 3, c'est une chaîne de caractères et pas quelque chose de nombre à calculer ou une opération. Pour qu'il considère ça comme opération, il faut tout simplement éviter d'utiliser les guillemets. Donc les chaînes de caractères peuvent s'étendre sur plusieurs lignes. Et pour cela, en fait, on utilise le triple guillemet. Donc là, si je prends par exemple un long texte, donc là, mon exemple, c'est, donc là, je vais juste supprimer et avoir une page vierge. Et je vais prendre un texte, donc c'est une variable texte, que je vais lui donner donc tout ce texte-là. Quand je vais lui dire de m'afficher texte, ah, il me l'affiche, mais sur une ligne. Il faut vraiment scroller à gauche pour pouvoir lire tout le texte. Pour éviter cela, donc on peut faire donc en fait ce qu'on appelle un retour à la ligne. Donc si on a un long texte à écrire, on ne veut pas qu'il nous l'affiche de cette façon-là, on ne veut pas nous en fait écrire jusqu'à la fin. Donc là on utilise le triple quote. Le triple quote, c'est, on prend la même chose. J'écris mon texte, donc là je vais juste écrire une partie du texte. Quand je fais entrer, alors là il y a juste un petit souci. Donc ici tout simplement ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fais 3 guillemets et je mets mon texte. Comme ça quand je fais entrer, donc l'interpréteur me donne encore l'occasion d'écrire plus. Donc là je vais continuer à écrire. Donc ça c'est juste une phrase bidon. Donc j'écris ce que je veux. Et après, donc, quand je finis, donc là, je fais 3 guillemets, pardon. Donc mon texte, si je veux l'afficher, donc je fais texte. Voilà, c'est tout mon texte là. Par contre, comme vous voyez, là, il y a un /n. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que à la fin de chaque ligne, il faut retourner à la ligne. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Donc si je fais print, donc imprime-moi le texte, il affiche chaque phrase par ligne. Donc c'est ça ce que fait en fait l'effet de 3 guillemets. Donc là, si moi je veux qu'il garde en fait la longueur de cette phrase, je ne veux pas qu'il retourne à la ligne, je veux que en fait le texte contient toute cette phrase là, mais pour moi je veux que en fait quand j'écris cette phrase, je ne veux pas me déplacer jusqu'à la fin, à droite. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser une autre syntaxe. Donc je vais prendre texte ou texte2, par exemple, c'est une variable. Et j'ouvre la parenthèse, je fais le guillemet, et après j'écris mon texte comme je veux. Donc ma première phrase, voilà. Après, je peux faire entrer, finir aussi ma deuxième phrase, que je dois mettre en guillemets évidemment. Après, aussi mettre ma troisième phrase, ma quatrième phrase. Quand je finis, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Voilà. Donc là, si je veux afficher texte 2, comme vous voyez, il n'y a pas le \n, il n'y a pas le retour à la ligne. Si je fais print texte 2, donc ma phrase, elle garde sa longueur comme il faut. C'est tout simplement ça. Donc la différence entre les 3 guillemets et cette façon de représenter la chaîne de caractères, donc entre parenthèses, c'est que entre parenthèses, je reviens à la ligne pour me faciliter à écrire la phrase sur plusieurs lignes, mais la phrase, elle garde en fait sa longueur, alors que quand je fais 3 guillemets, là, c'est considéré comme un retour à la ligne. Donc voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les chaînes de caractères, les longues chaînes de caractères. Comme vous avez remarqué, donc là pour afficher une chaîne de caractères, soit j'utilise print chaîne de caractères, soit j'utilise juste le nom de la variable pour en fait pouvoir l'imprimer. Autre chose à savoir aussi, c'est que les chaînes de caractères, en fait, donc on peut les concaténer. Donc comment on peut les concaténer? C'est tout simplement, on peut par exemple prendre l'exemple de Python. Donc là, je prends Python, je le divise ou je le split, je le divise en 2 morceaux, donc pi, espace, ton. Donc si je fais ça, Python considère, donc du coup, ce split-là, il le merge, et puis il me donne un seul mot. Voilà.
Mais ça s'applique pas sur les variables. C'est-à-dire que si je prends une variable, donc là je vais juste supprimer un peu, avoir une page vierge, et je fais un texte, par exemple, je prends la valeur texte, je suis à, par exemple, et là je fais texte la maison. Donc là je veux que Python m'affiche je suis à la maison. Donc là il me dit qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, là, cette façon de concaténer une variable avec un texte, ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir le faire, on utilise l'opération plus. Et là, tout simplement, donc Python considère la phrase tout en entier. Je suis à la maison. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur la concaténation. Maintenant, on va passer un peu à comprendre comment les chaînes de caractères fonctionnent réellement dans le système. Donc une chaîne de caractères, il peut être indexé, c'est comme des suites. C'est comme des suites dans les maths. Donc les chaînes de caractères peuvent être indexées, on peut accéder aux caractères, donc dans une chaîne de caractères, on peut accéder à chaque caractère par un index. Donc là si je prends le mot Python, donc ça c'est un mot. Si je veux accéder, si je veux récupérer le P, donc je fais mot de l'index 0. Ça commence toujours par 0. Donc la première lettre, le premier caractère, c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'arrête toujours à n-1. Le n, c'est la longueur de votre chaîne de caractères ou de votre mot. Voilà. Si je fais mot de 6, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, attention, donc string index out of range. Donc là, j'ai dépassé en fait la longueur permise. Il y a des index aussi qui sont négatifs, donc ils peuvent être également négatifs. On compte alors en partant de la droite. Donc on compte à partir de quoi? De moins 1. Donc le Python ici, on va dire par exemple mot de moins 1, ça va me donner n. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6. Donc le mot moins 6, est-ce qu'elle est égale? Donc là je vais un petit peu faire récapituler ce qu'on vient juste d'apprendre sur les opérations. Est-ce qu'il est égal à mot de 0? Oui, il est égal à mot de 0, parce que mot de 6, c'est tout simplement P. Et mot de 0, mot de moins 6, pardon, c'est P, et mot de 0, c'est P aussi. En plus d'accéder à un seul élément par son indice, on peut aussi trancher. Donc trancher, ça s'appelle slice en anglais. On accède à une chaîne par un indice qui permet d'obtenir un caractère ou une suite de caractères. Par exemple, là, si je prends le même mot et je veux accéder à pi, donc je dis 0 à 2. 2, il est exclu. Donc il prend le 0 et le 1. Donc c'est pi. Voilà. Donc il prend le 0, p, il prend le 1, y, et il s'arrête là. Si je veux le reste, donc mot de 3, donc 3 ça va être ou bien 2. 2 ça va être inclus. Donc le 2 c'est quoi? C'est le t. Donc 2 à 5, donc c'est taux. Je veux plutôt 6. Voilà. Donc mot de 6. Voilà, c'est taux. Et si je fais mot de 0, 2 plus mot de 6, ça donne à votre avis tout le mot. Donc là, on a fait Python. Le résultat, c'est Python. Si je fais juste mot 2.2, donc là, en fait, il considère, si je n'écris pas de chiffre ici, avant les 2 points, ça c'est considéré comme 0. Si je fais par exemple mot de moins 2 et je mets rien, donc là, il prend le 1. Il va jusqu'à la fin. Donc là, après, il considère que c'est moins 1. Si j'écris rien ici, donc c'est moins 1. Si j'écris rien ici, c'est 0. Donc tout simplement, il faut retenir une chose, c'est que quand on a un mot, donc là c'était Python, l'index commence par 0 si on commence à gauche, par la gauche, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, et puis de droite c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6.
Si par exemple, donc je veux changer par exemple le Python, je veux qu'il devienne, je dis n'importe quoi, Python. Juste un exemple. Donc là, je veux que le P soit remplacé par le T. Est-ce que je peux faire quelque chose genre, donc le mot c'est toujours Python, est-ce que je peux faire mot de 0 reçoit le caractère T? C'est possible? Non. En fait, cet assignement de type, cet assignement de caractère n'est pas possible. Il est erroné. On peut pas, et Python ne l'accepte pas. Il l'accepte quand on parle de suite mathématique, c'est ce qu'on va voir juste par la suite, mais dans le cadre des chaînes de caractères, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc pour avoir un mot Python comme on a voulu, donc il suffit juste de prendre le T et de le concaténer avec quoi? Avec mot à partir. Donc là, on exclut le 0, on commence par le 1 jusqu'à la fin, jusqu'à 6. Et là, ça donne effectivement Python. Voilà. Dans le cadre de la chaîne de caractères, donc il y a pas mal de choses à dire, mais on verra un peu plus au futur, enfin dans les vidéos qui vont suivre. On va avancer sur les fonctions et on va parler de comment on peut gérer les chaînes de caractères par des fonctions. Mais là, je peux déjà commencer à vous parler de quelques fonctions qu'on peut exécuter sur les chaînes de caractères. Par exemple, si on veut savoir la longueur d'une chaîne de caractères. Donc Python, là c'était quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au Python, donc mot, c'est toujours Python. La longueur, c'est len, c'est comme la longueur, length de mot. Donc c'est 6. Si je veux qu'il rend le premier caractère ou la première lettre en majuscule, il suffit juste de faire mot, capitalize, et voilà, le résultat c'est Python. Comme vous avez vu, en fait, quand vous faites point, il vous donne un certain nombre de fonctions. Ça s'appelle l'intelligence. Intelligence en anglais. C'est que en fait Python ou l'environnement de développement, ce IDE que vous avez, donc PyCharm, il vous donne en fait tout ce que vous pouvez utiliser comme fonction. Et ça, c'est vraiment parmi les performances d'un environnement de développement. C'est ça qui fait un peu la différence aussi, c'est que derrière, il fait plein de calculs pour nous aider en fait à programmer d'une façon un peu plus rapide et plus efficace. Donc, Mo, pourquoi il ne me donne que des fonctions qui sont applicables sur des chaînes de caractères? Parce qu'il sait que Mo, c'est une chaîne de caractères. Et juste une chose que j'ai peut-être pas mentionnée, c'est que une chaîne de caractères, elle est de type str, string. On a vu les integers, donc int, un chiffre décimal c'est float, et une chaîne de caractères c'est string. Voilà. On peut aussi, par exemple, on va dire, on va prendre une phrase, et là je vais dire je suis à la maison. Voilà, et en fait pour savoir est-ce que le mot maison, est-ce qu'il est dans la chaîne de caractères, il suffit juste que je fasse le mot in phrase, donc ça donne true. Est-ce que le mot maison en majuscule est dans phrase? Non, parce que en fait Python il est très sensible au caractère. Donc là le M il est majuscule, pour lui maison avec un M qui commence en majuscule, c'est pas la même chose que maison avec un M qui commence par un minuscule, donc c'est pas pareil, c'est vraiment pas la même chose. Même chose aux variables, donc si on a une variable qui s'appelle longueur égale 4, et vous dites affiche-moi longueur de cette façon-là, il va dire bah, longueur c'est pas défini, je connais pas longueur. Même chose si je fais longueur comme ça, la même chose, il le sait pas. Donc il est très sensible en fait au caractère, ça il faut vraiment le savoir. Après, donc là, je reviens juste sur cet exemple-là. Donc j'ai dit, est-ce que maison, il est dans cette phrase? Il y a une autre fonction que je peux utiliser, c'est la fonction find, trouver. Donc là, je vais dire juste phrase, find. Donc là, il me dit déjà, en fait, il me propose find, et le mot maison.
Donc 13. 13, c'est quoi? On va voir. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pardon, on a commencé par 0. Il fallait commencer par 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça veut dire que maison commence à partir, dans cette chaîne de caractères, à partir de l'index 13. C'est tout ce que ça veut dire. Mais si je dis même chose, mais avec un mot qui n'est pas dans la phrase, donc c'est moins 1. Moins 1, ça veut dire qu'il n'existe pas. Son index est négatif, donc il n'existe pas. Le mot maison, avec un M majuscule, n'existe pas. Donc ça, c'est un peu, ça sert à ça, en fait, la fonction find. Il y a plein de fonctions. Comme vous avez vu ici, donc quand je fais phrase, il y a vraiment plein de fonctions qu'on peut utiliser. Je vais te faire... Voilà, il y a plein vraiment de... ça, c'était phrase, pardon. Donc, plein de fonctions qu'on peut appliquer sur les chaînes de caractères. On verra ça à la suite, en fait, en avançant dans les cours. Mais c'est tout ce qu'il faut retenir jusqu'à présent. Juste un dernier mot. Comme j'ai tout à l'heure en fait calculé devant vous jusqu'au index 13, j'ai calculé aussi l'espace. Il faut bien sûr il faut le savoir cela. Un espace, c'est un caractère. Un espace, c'est un caractère. C'est-à-dire que si je prends longueur, ou je dis un mot par exemple, j'appelle ça mot vide, d'accord? Si je fais ça, et je lui dis c'est quoi la longueur de mot vide, il va me dire c'est 1. Parce que là, j'ai fait un espace. J'ai un espace, donc c'est un mot qui est vide. Mais il est considéré, c'est un caractère qui est valide. Donc c'est très important de savoir ça. Et juste pour finir, le mot vide, comme j'ai ici, c'est une notation en fait d'une variable. Ça s'appelle, cette notation-là s'appelle camel case, en fait, parce que ça ressemble un peu à un dromadaire. Car je commence par un mot en minuscule, et puis pour séparer entre deux mots, donc ça c'est mot vide, j'utilise le premier caractère du mot suivant en majuscule. Donc c'est une notation qui s'appelle camel case en anglais. Donc mot vide, c'est un nom de variable. Je peux aussi en fait créer des variables comme ça. Mot vide, de cette façon-là. Il faut juste comprendre une chose, c'est que Python n'accepte jamais des variables avec un moins, comme ça par exemple. Ça, c'est vraiment pas accepté. Mais si je fais mot vide de cette façon-là, donc là, par exemple, là parce qu'il n'est pas défini, mais si je le définis, donc mot vide, voilà, il est accepté. Le moins, il n'est pas accepté, le underscore, il est accepté. Nous ferons encore un cours dédié à cela qui serait plus avancé sur les fonctions qu'on peut appliquer sur les chaînes de caractères plus tard. Maintenant, on va parler de listes. Parlons maintenant des suites. Alors, page vierge. Donc les suites, c'est quoi? Ou les listes, pardon. C'est quoi? C'est une suite, tout simplement. Une liste, c'est une suite. Donc si je prends la suite de ces nombres-là, voilà, donc ma suite, c'est ça. Si je veux avoir donc du coup le nombre 1, donc le premier, donc je l'indexe. L'index c'est 0. C'est un peu comme les chaînes de caractères. C'est exactement la même chose. Suite de 34. Non, on est out of range, ça veut dire qu'il n'existe pas. Suite de moins 1. C'est 77, donc moins 1. Donc ça commence par 0, 1, 2, 3, 4. Et puis si on veut compter de droite vers la gauche, donc c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Si je veux par exemple avoir une portion de suite, donc ça s'appelle le slice, ce que j'ai déjà en fait évoqué quand je parlais des chaînes de caractères, c'est exactement la même chose. Donc si je fais moins 3, 2 points, rien, il prend donc à partir de 67, 3, 77. Donc il prend les 3 derniers. C'est tout simplement ça. Donc si je fais rien, si je mets rien, après les 2 points, c'est moins 1 quand c'est à droite. Mais si je mets rien, par exemple ici, je mets rien, je fais 2, il va donc prendre le 1 et le 4. 0, 1, 2 exclus. Toutes les opérations par tronche renvoient à une nouvelle liste contenant les éléments demandés. Cela signifie que l'opération suivante, par exemple, si je fais ça,
ça donne cette liste-là, donc c'est la même, mais c'est pas la même variable. Ça, c'est juste une copie de la variable. C'est important de le comprendre maintenant, parce que après, on va avoir des discussions sur comment on gère les variables. Et puis, c'est très important de comprendre une variable et une copie. Quand on copie une variable, la variable, elle reste la même si on change la copie. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends, on va dire, suite 2 égale suite. Donc, suite 2, c'est ça. Mais moi, je vais, par exemple, faire suite 2. Donc, je vais changer la valeur de suite 2. Je vais lui donner une liste vide. Donc, suite 2 devient vide. Est-ce que suite 1, la suite principale, la suite initiale, est-ce qu'elle est vide? Non. Sa valeur, elle ne change pas. C'est un peu ça. Donc, suite 2 était la copie de suite. Quand je change la copie, je ne change pas l'original. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Si je fais par exemple suite et je la concatène avec une autre suite de nombres, donc cela me donne en fait tout simplement une liste un peu plus large, un peu plus grande. Je peux aussi en fait agir sur la suite. Donc les chaînes de caractères, quand vous vous rappelez, quand je faisais par exemple le mot de 0, je voulais changer le P en T, ça c'était pas possible. Par contre ensuite, cela est tout à fait possible. Si par exemple je prends, donc là ma suite elle est de 1, 4, 67, etc. Si je fais suite, donc je veux changer le premier nombre, donc là son index est 0, je vais mettre la valeur 33 au lieu de 1. Donc suite devient 33. Donc du coup 33, 4, etc. Du coup en fait le premier nombre, ou le premier index de 0 a été changé. Il y a une fonction en fait qui s'appelle append, et c'est une fonction qui permet en fait de ajouter de nouveaux éléments à la fin du liste. C'est ce qu'on va tout de suite en fait voir. Donc suite, il m'affiche déjà grâce à l'intelligence toutes les fonctions dont j'en ai besoin. Donc je fais append, et là je mets par exemple le chiffre, le nombre 99. Donc suite, voilà, donc ma suite, elle est, maintenant il termine par 99. Les affectations de tranches sont également possibles. Donc là par exemple, je vais prendre une suite de lettres, au lieu, c'est juste un exemple, c'est juste pour changer un petit peu. Donc là je vais prendre des lettres de cette façon-là, une suite de lettres, une liste de lettres, suite, lettres, c'est vraiment la même chose. Donc A, B, C, D, E, F, G. Voilà, donc ça c'est ma liste de lettres, d'accord? Et je veux que en fait changer le B et le C en B majuscule et C majuscule. Donc là, c'est tout à fait possible. Donc le B c'est 1. Donc 0, 1, 2. Donc 2. Ça va être 3 parce que je veux inclure le 2. Et je vais du coup affecter le B en majuscule et le C en majuscule. Donc je vais remplacer cette tronche-là par celle-ci. Du coup, lettre devient A, B majuscule, C majuscule. Donc le remplacement a été effectué avec succès. Si je veux par exemple du coup enlever cette tranche-là ou enlever une autre, on va choisir une autre, par exemple je veux enlever le D et le E. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Donc on prend la même chose, donc la liste. Donc 0, 1, 2, 3, 3 et 4. Et je lui affecte une liste vide. Donc lettre devient... ah oui, il fallait faire 5 parce que là j'ai exclu le 4. Voilà, ça c'est une chose importante à s'en souvenir. Donc là par exemple, là je reviens sur mes lettres comme il était au début. Donc là je vais tout simplement reprendre le même exemple. Et là, du coup, je prends donc 0, 1, 2. Donc là, moi ce que je veux, c'est que le C et le D disparaissent de cette liste-là. Donc là, c'est 0, 1, 2, 3,
Donc le 3, si je mets 3 ici, il est exclu. Donc là, je dois mettre 4. Comme ça, en fait, j'inclus le 3. Donc c'est le 2 et le 3. Les 2 et le 3, l'index 2 et l'index 3 doivent être remplacés par rien du tout. Du coup, lettre devient A, B, E, F, etc. Voilà, donc ça, c'est un exemple de remplacement, de gestion de liste. La liste aussi, on peut appliquer aussi en fait des fonctions sur la liste, plein de fonctions. Si je veux par exemple juste savoir c'est quoi la longueur de cette liste là, donc là je fais juste la lettre et ça donne 5 parce que effectivement il y a 5 éléments dans ma liste. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour l'instant sur les nombres, sur les chaînes de caractères et sur les listes. Comme j'ai dit, on va aller doucement mais sûrement jusqu'à ce qu'on ait une bonne compréhension en fait du langage Python et comment on gère toutes ces notions-là dans la programmation. Maintenant, on va passer à l'exercice pour un peu comprendre si on a bien assimilé toutes les notions qu'on vient de voir. Alors, notre exercice est vraiment simple. C'est un vendeur qui doit faire un devis pour un client qui souhaite acheter 2 articles en plusieurs exemplaires. Donc là, on va se limiter que sur 2 articles. L'entrée, on va rappeler entrée, algorithme sortie, ben c'est un peu ça ce qu'on veut appliquer. Entrée, comme entrée, on a le prix de l'article 1, la quantité de l'article 1, le prix de l'article 2 et la quantité de l'article 2. Et comme sortie, on veut le prix total de tout cela. Donc n'hésitez pas à mettre n'importe quelle quantité, n'importe quel prix pour vos articles. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment la structure de votre code que vous voulez mettre en place. On va faire ça maintenant que sur le Command Line Integrated, dans l'interpréteur comme on vient d'utiliser pendant toutes ces notions qu'on vient de voir. Et puis après, au fur et à mesure, on verra comment on pourrait améliorer notre code plus tard. Mais pour l'instant, on va rester le plus simple possible et je vous donne 5 minutes pour faire cet exercice-là. Après, on va faire une solution ensemble sur la vidéo. A plus. Donc notre énoncé, c'est que c'est un vendeur qui doit faire un devis pour un client qui souhaite acheter 2 articles. Alors les 2 articles, comme j'ai dit, en fait, j'ai déjà parlé de données, d'input, il y a un prix de l'article 1, qu'on va l'appeler prix underscore article 1. Ça, c'est juste un nom de variable. On peut aussi le nommer prix article 1 si on veut en fait faire le camel case, comme j'ai déjà mentionné en fait dans la section précédente. Donc le prix de l'article 1, ça va être par exemple 12 €. Voilà. Après, il nous faut la quantité. Donc la quantité de l'article 1, je vais dire qu'il va acheter par exemple 50 articles ou 50 produits de l'article 1. Même chose, donc prix de l'article 2, je vais lui donner, on va dire 40 €. Et puis pour la quantité de l'article 2, pardon, on va parler de 70. Donc le prix total, c'est quoi? C'est le prix de l'article 1 fois la quantité de l'article 1, plus le prix de l'article 2 fois la quantité de l'article 2. C'est comme ça qu'on doit calculer donc logiquement le prix total. Alors prix total, c'est ce que je vais écrire, c'est le prix, donc c'est ça, je vais juste copier-coller, fois la quantité de l'article 1, plus le prix de l'article 2, fois la quantité de l'article 2. Donc le prix total, il est déjà là. Si on veut l'afficher, soit on écrit prix total dans le Command Line Interface, ou bien on fait print prix total. Donc le prix total, c'est 3400 dans cet exemple-là. J'espère que vous avez fait un peu la même chose. Le plus important ici, c'est vraiment cette formule-là, et puis la façon avec laquelle vous affectez des valeurs à des variables. C'est un peu ça le concept que j'ai voulu vraiment pratiquer ici. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser vos commentaires si vous voulez qu'il y ait des choses qui s'améliorent ou si vous voulez d'autres idées que j'en parle pendant les vidéos qui vont suivre. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt dans le cours 2 pour lycée et collège.